de remercier son Excellence le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, avec qui nous avons organisé conjointement ce séminaire, son Excellence le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, le ministre des Finances, le ministre du Commerce, ainsi que la représentante résidente de la Banque mondiale en Mauritanie, et vous tous, chers participants. Donc, quels sont les principaux messages du rapport sur les perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord? Le premier message, c'est qu'en 2021, nous avons assisté à une reprise qui a été plus vigoureuse que prévu, mais qui commençait déjà à faire face à des vents contraires d'une puissance exceptionnelle. Pour la Mauritanie, nous savons que c'est plutôt une inflation importée due à la hausse des prix des produits de première nécessité que nous importons pour la plupart. Mais évidemment, vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous venons il y a un risque de stagflation, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'inflation en présence d'une croissance assez faible. Vous avez vu les chiffres. Il y a un effet sur la reprise de la croissance, donc on ne peut pas tout de suite faire monter les taux d'intérêt parce que ça pourrait retarder la reprise. Et donc, pratiquement, il y a un consensus là-dessus. Il faudra y aller doucement. Quant aussi, on remarquera que évidemment, dans tous les pays aussi, on n'a pas encore remarqué la boucle prix-salaire n'est pas encore enclenchée. Et donc, nous allons surveiller l'inflation contingente. Et c'est par rapport à cela qu'on va pouvoir utiliser les instruments de politique monétaire. Évidemment, la balance des paiements peut être touchée par cette hausse des prix importés, essentiellement l'énergie et les produits de première nécessité. Nous ne pouvons pas encore faire filer la monnaie pour des raisons aussi, le taux de change pour des raisons que vous connaissez, mais nous essayons aussi de continuer les réformes sur le marché des changes pour pouvoir à terme le rendre plus flexible pour qu'à l'avenir, les chocs, pour qu'on puisse absorber les chocs plus facilement. Je voudrais d'abord commencer par remercier et féliciter la représentante résidente de FMI pour les informations partagées et aussi pour l'opportunité qui nous est donnée de partager avec les amis ici présents notre vision de la situation de notre pays. Un premier mot sur la croissance. Il a été dit un taux de croissance pour 2021 de 2,4% et une perspective 2022 de plus de 4%. Je dois dire que le niveau de la croissance de 2021 est très en deçà de ce qu'on attendait. Après la sortie de la Covid, enfin, ou presque sortie de la Covid, on s'attendait à un taux bien supérieur à celui-là. 3 événements ont affecté la croissance dans notre pays. Le premier événement, c'est l'hivernage qui n'a pas été ce qu'on souhaitait, ce qu'on espérait, ce qui était attendu. Donc, le secteur agropastoral n'a pas contribué à la croissance. Le deuxième facteur, c'est la pêche. La pêche n'a pas été au rendez-vous non plus. Au contraire.
Mais le secteur qui a le plus affecté, qui a le plus tiré vers le bas la croissance dans notre pays, c'est en 2021, c'est le secteur extractif, avec l'arrêt de la production de Kinross, de Tasiast, pendant plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, Kinross Tasiast n'a pas produit de l'or, donc ça a tiré fortement à la baisse la croissance dans notre pays. Les autres secteurs sont bien comportés, donc ce sont ces trois secteurs-là qui ont fait que la croissance a été au niveau qui a été annoncé tout à l'heure. Les perspectives de 2022, je dirais, Dieu seul sait ce que sera l'hivernage. Ce que je peux dire, c'est que l'activité minière a bien repris, aussi bien à la SNIM qu'à la SNIM, ça ne s'est pas arrêté, mais surtout au niveau de Tasiast. Leur programme de production est ambitieux et les débuts sont très bons. Nous avons toutes les raisons de penser que les 4% devraient être dépassés pour 2022, ne serait-ce qu'en jouant sur l'effet de base. Ça devrait beaucoup changer. On a parlé de la crise ukrainienne avec tous les problèmes qu'elle crée au niveau des prix de l'énergie et au niveau des disponibilités d'énergie aussi, de disponibilité de certains céréales. Donc, beaucoup d'effets négatifs. Mais je voudrais aussi quand même parler des opportunités que cela crée. Il ne faut pas seulement voir les côtés négatifs, il y a aussi les opportunités que cette crise ukrainienne crée dans des pays comme le nôtre. La première sur laquelle j'insisterai, c'est l'agriculture. Je pense qu'on était déjà réveillés, on le savait déjà, on le savait depuis plusieurs années, qu'il fallait faire quelque chose. Mais cette crise est telle, je pense qu'elle devrait amener, en tout cas c'est la tendance que prend le gouvernement actuellement, d'accélérer les réformes pour, au-delà des saupoudrages qu'on faisait les années passées, au-delà des petites actions limitées, très limitées qu'on faisait dans les années passées, qu'on fasse de l'agriculture vraiment une source de croissance et d'emploi décent dans notre pays. C'est une belle opportunité qui nous est offerte et je pense qu'il n'y a plus de raison d'hésiter, de douter de cela. Et il n'y a plus de raison aussi pour nos partenaires de ne pas nous accompagner dans ce sens-là. Ça, c'est une belle opportunité qui nous est offerte par la crise ukrainienne. La deuxième opportunité, c'est que nous sommes un producteur de minerais de fer, l'Ukraine aussi, la Russie aussi. Bien, je pense que nous sommes... et l'Ukraine en particulier était un grand fournisseur des pays européens, une destination de choix pour le minerai de la SNIM, mais une destination qui était devenue de plus en plus inaccessible, parce qu'il y avait une concurrence très rapprochée. Mais j'espère que... enfin, je souhaite le meilleur pour les Ukrainiens et les Russes, bien sûr, mais en tout cas, j'espère que cette crise pourrait réouvrir une porte au minerai de la SNIM pour ce marché européen. Et dans tous les cas, les experts disent que les prix du minerai de fer devraient rester à un niveau élevé du fait de la crise. Au moins là, on va en profiter. On devrait en profiter. Il a été dit des choses sur l'énergie, avec l'impact sur l'hydrogène. La Mauritanie se positionnait déjà avant la crise ukrainienne, mais là encore, il y aura un effet d'accélérateur tout simplement. Et le monde commence à douter de l'intérêt qu'il y avait à se positionner sur le gaz. Dans tous les cas, la position africaine a toujours été qu'il faut rester sur le gaz. Mais je pense maintenant que le débat se pose de moins en moins, grâce à la crise, enfin, je dirais, du fait de la crise ukrainienne. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est celui du secteur privé. L'inflation, c'est très mauvais surtout pour les personnes les plus démunies. Mais une bonne façon de répondre dans un pays comme le nôtre, un pays jeune, très jeune, une façon de répondre aussi à la pauvreté, c'est de créer des emplois. Et créer des emplois, je crois que maintenant c'est clair, c'est le secteur privé qui les créera. Donc les réformes doivent continuer, cela a été dit dans le rapport du FMI. L'investissement privé doit être favorisé, doit être encouragé. On en a besoin
pour l'emploi. On en a absolument besoin. J'aurais à compléter un peu par rapport à la situation des finances publiques, c'est-à-dire l'impact de ce contexte qui vient d'être décrit sur les finances publiques. C'est que donc, le ralentissement de l'activité économique va se traduire certainement par une diminution des recettes qui sont liées généralement à l'activité économique. Donc, en plus de la crise de Covid et de la guerre d'Ukraine, la sécheresse que le ministre des Affaires économiques vient de soulever, aussi, j'ajouterai aussi la zone du Sahel, la crise du Sahel aussi, qui a impacté certainement l'environnement donc, dans lequel les finances publiques s'exécutent. Donc cette diminution des recettes, elle va être accompagnée par une augmentation aussi des dépenses sociales, puisque cette crise, avec cette hausse des prix de l'énergie et des matières de première nécessité, a demandé d'ailleurs au gouvernement justement d'intervenir pour accompagner avec des programmes sociaux les couches les plus vulnérables et pour maintenir à nouveau des prix qui est abordable au niveau des sites. Donc les outils qui sont disponibles pour régler aussi cette équation, donc la diminution des recettes et l'augmentation des dépenses, c'est essayer de revenir sur le train de vie de l'État, du gouvernement lui-même, voir les économies qui peuvent être faites, mais aussi revoir les priorités, puisque la plupart de ces dépenses, donc, c'est des dépenses qui n'étaient pas prévues et pour lesquelles il faut faire face immédiatement. Donc nous sommes en train donc, de prendre tout cela en charge pour répondre à ces besoins-là. Naturellement, ça va se traduire par un déficit qui sera plus important, mais aussi une recherche d'autres moyens de financement qui vont venir aider effectivement à combler les besoins en matière de financement. Je vous remercie. De toute façon, c'est pour répondre aussi à une question qui a été évoquée autour de la soutenabilité du blocage des prix. Évidemment, tous les pays maintenant essayent de faire du ciblage et même parfois de l'ultra-ciblage. Et je pense que aussi longtemps que la crise dure, il faudra évoluer vers le ciblage. Nous avons les moyens de cibler et de même d'ultra-cibler. En ce qui concerne la pauvreté, je peux vous donner quelques informations concernant la pauvreté extrême. Ça veut dire 1,9 $ par jour. Quelque chose comme 60 MRU, même pas 50 MRU par jour. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre 2019 et 2020, le taux de pauvreté extrême a augmenté de 5,4% à 6,1%. Ça veut dire quelque chose comme 38 000 personnes qui sont entrées dans la situation de pauvreté extrême. Concernant d'autres formes de pauvreté, ce que je peux vous dire, c'est que dans la même période, parce que, comme vous le savez, on fait périodiquement des enquêtes par téléphone pour avoir un peu une idée de comment les ménages sont capables de répondre à la situation économique. Et ce qu'on a vu dans la dernière, c'est qu'il y a autour de 56% des ménages qui commencent à avoir des difficultés pour répondre aux besoins alimentaires. Donc ça, ce sont des données un peu indicatives autour de 2019, 2020, 2021. Bien sûr, comme Monsieur le ministre l'a dit, il y a tous les problèmes autour de la sécheresse et l'impact de la guerre en Ukraine et qui, bien sûr, pose des grandes questions au niveau de la sécurité alimentaire, mais ça, c'est un sujet, en quelque sorte, un peu différent de la situation de pauvreté. Concernant la question sur le gaz et sur l'hydrogène, oui, nous avons fait un rapport même qui regardait un peu l'impact du gaz dans l'économie du pays à long terme et qui est publié. Ça a été fait, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans. Concernant l'hydrogène, il y a pas mal d'études qui sont en cours de se faire, bien sûr, sur le leadership du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Ce qui est vraiment important, c'est encore le point que Monsieur le ministre a dit, c'est que la crise, elle va faire avancer le travail.
parce que le résultat de l'hydrogène, c'est tout un nouveau chantier et qui demande un changement à peu près pareil au changement que ça passé concernant le gaz. Et donc, il va y avoir un peu de temps pour que les pays soient prêts vraiment à bénéficier de la possibilité que l'hydrogène ouvre. Mais voilà, ce que nous avons publié, c'est par rapport au gaz, mais pas par rapport encore à l'hydrogène.